Alors, Yorana, messieurs, Yorana, Yalana. super. Alors, merci à vous d'être connectés. Merci à mesdames et messieurs de l'éducation d'être présentes et présents. Merci également à notre élu de la commission, Alain Salmon, d'être présent. Et merci aux techniciens qui sont derrière, qui sont en train de gérer les caméras pour suivre nos belles paroles, on va dire, pour que le Zoom fonctionne très bien. Alors, on va commencer par se présenter. Alors, d'abord, je me présente pour le monsieur que c'est la première fois que je vous vois. Moi, c'est Hénou Lecaille, président de la commission éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sport. Monsieur Alain Salmon, que vous allez voir ensuite tout à l'heure, est également membre de cette commission. Alors, à ma gauche, je me présente? Oui, utilisez les micros hein, pour parler comme ça sera enregistré en même temps. Bonjour à tous, Biret Jouni, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. Bonjour à tous, Lydia Vemey, responsable des bourses et des transports scolaires à la DG2E. Bonjour, Titaïna Leharpel, chef de cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Colani Cooks, conseillère technique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Marie-Luce Domingo, correspondant budgétaire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour, Carl Liu, responsable des affaires financières et de la comptabilité de la DGE. Alors bonjour, Rodiari Agnieri, je travaille avec Carl à la DG2E, au bureau des finances. Allô, monsieur, vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Olivier Champion. Donc, je suis le responsable du bureau de l'administration et des finances au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris. Et nous sommes là puisque nous avons la mission de représenter la DG2E sur les foyers des étudiants et les bourses des étudiants à Paris. Et je vous prie de bien vouloir excuser pour le moment l'absence de ma chef de service. Et nous avons une manifestation en même temps, donc elle assure l'inauguration et après elle rejoindra la réunion. Merci. Taitapou? oui, donc Yorana tous, Teitaput Arwa, président de la fédération de nos AEPF, Association des étudiants de Polynésie française, en métropole. Merci à tous et bonne année aussi à vous, à 20 000 km de chez nous. Alors ici, on est réunis ce matin, c'est pour parler des subventions aux AEPF. Teitapou m'a alerté à ce sujet. Il semblerait qu'il y ait un souci de versement des subventions. La fédération aimerait avoir, on va dire, des éclaircissements et un soutien à ce niveau-là parce que nos AEPF sont en difficulté actuellement. Taitapo, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la situation, s'il te plaît? Oui, alors on en a parlé hier avec le ministère de l'Éducation et la DG2E. Donc on a eu une réunion. En fait, la situation actuelle, c'est que nous attendions en fait pour 2023 des subventions euh, pour subvenir en fait aux besoins financiers de nos AEPF, donc des 9 AEPF existantes en métropole. Et il s'avère qu'on ne les a pas reçus comme ce qui nous a été indiqué par le directeur de la DG2E en novembre. Et donc, j'ai dû relancer à plusieurs reprises de mon côté alors la vice-présidente qui avait le portefeuille éducation et enseignement supérieur à cette époque, et ainsi que la commission. Et bon, après, on en a échangé avec le ministère hier, et on m'avait expliqué que les fonds vont nous être arrivés, soyez optimistes, mi-février. Alors que de base, on nous avait expliqué effectivement c'était fin février, début mars. La situation actuelle, c'est que aujourd'hui, enfin, début 2024, c'est que les charges ont un peu augmenté au niveau notamment des AEPF qui ont un foyer, puisqu'ils ont aujourd'hui la taxe d'habitation à régler. Euh,
Et justement, on avait mis dans les éléments que vous nous aviez demandé par la commission, hein, le récapitulatif de toutes les dépenses sur le premier trimestre. Euh, donc à la fois de la fédération et à la fois des AEPF. Donc vous avez sur ce récapitulatif les frais de fonctionnement ainsi que les charges des foyers, mais aussi ceux qui sont liés au RAS, donc au rassemblement, hein. Euh, et donc, bah, en constatant en fait ce récapitulatif, effectivement, il s'avère il est urgent en fait d'avoir ces subventions aujourd'hui. Euh, D'où mon alerte et mon courrier que j'avais envoyé à la vice-présidente il y a quelques jours, ainsi que à la commission et au ministre de l'Éducation. Voilà. Donc tout est réglé alors? Alors, nous, ce que j'avais compris hier, c'est que on allait nous verser la dernière partie de 2022 plus potentiellement la première partie de 2023 mi-février. Et puis, il nous restait à justifier justement les subventions de 2023 pour qu'on puisse avoir la totalité de l'enveloppe, si je ne me trompe pas. D'accord. Et pour 2024, pour les demandes de subventions, est-ce que c'est clarifié également? Puisque Bah, à maintenant, ce sujet, c'est les AEPF justement, qui vont devoir le faire elles-mêmes, c'est ça, hein? oui, c'est ça. C'est une question qui est un peu en suspens aujourd'hui. Puisqu'on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas d'éléments écrits sur notamment un planning, parce qu'aujourd'hui, on sait les documents à fournir. La fédération a l'habitude de faire des demandes de subventions auprès du pays, mais ce sont plutôt les AEPF qui n'ont pas l'habitude de faire des demandes de subventions. Et je pense qu'il y a une procédure à suivre, hein, comme toute demande de subvention. Donc, sur ce côté-là, on peut les former. Il n'y a pas de souci, on peut leur fournir en fait un listing des documents qu'il va falloir fournir. Mais nous, ce qu'on a besoin, en fait, c'est un planning. Quelle date il faut les fournir, ces dossiers, combien de temps ils vont être en instruction, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en quelle date on va recevoir une validation des demandes ou une pré-validation des demandes, ou peut-être des informations complémentaires que vous allez demander ou la CCBF va demander pour l'instruction de la demande. En fait, ce sont tous ces éléments-là que nous, on attendait depuis novembre et qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Juste faire un rappel de l'historique des demandes. Marie-Luce, s'il te plaît. Rebonjour tout le monde. Bonjour madame. Maruru Maïté Amine est également élu de la commission. Bonjour. Tout de suite, s'agissant donc du sujet qui vient d'être évoqué pour le sujet qui avait été évoqué sur le fait que les associations devaient faire elles-mêmes leurs demandes, nous avons procédé à un contrôle. La fédération a été créée justement pour fédérer les associations. Dans ce cadre-là, la fédération est habilitée à verser les fonds aux foyers qui font partie de la fédération. Donc, D'accord, ce ne sont pas les associations qui vont nous faire une demande directe. Les associations vont te produire leurs besoins que tu vas contrôler et ensuite tu nous fais remonter la demande de subvention. Enfin, la Fédé nous fait remonter la demande de subvention. D'accord? Comme d'habitude alors? Ouais. on ne change pas. Ça ne change pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations qui ne font pas partie de la fédération, la Fédé ne peut pas verser de subventions. Oui. Donc, je ne sais plus quelle... Alors, il y a deux AEPF aujourd'hui existantes il y en a un ici sur la métropole, hein, l'AEPF de Pau qui ne fait pas partie de la fédération et l'AEPF de Canada. Donc ce sont les deux AEPF qui ne sont pas associations membres de la fédération. Pour le Canada, je ne saurais pas me prononcer parce que le Canada, je ne sais pas.
C'est pas une enfin, je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a également en Amérique ou je ne pense pas que ça relève de. Là, il y a un sujet. Pour la Fédération du Canada, je ne sais pas. Mais pour la Fédération de Pau, dès lors qu'elle ne fait pas partie qu'elle n'est pas inscrite, en fait, Membre. Oui. voilà, qu'elle n'est pas membre, tu ne peux pas lui verser de subvention. Ça, par contre, c'est Ok. totalement illégal. OK? Ok. S'agissant des délais d'instruction d'une demande de subvention, dès lors que le service reçoit le dossier complet, hein, les délais d'instruction pour arriver à l'obtention de l'arrêté de subvention, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Ok. C'est pour avoir l'arrêté de subvention. Une fois que l'on a l'arrêté de subvention, on peut procéder au paiement et là, grosso modo, les délais de traitement, les finances, la pairie, tout ça, c'est 1 mois. Donc, grosso modo, si on recevait le dossier complet de demande de subvention janvier 2024, vous pourriez, enfin la fédération pourrait percevoir la première tranche de 2024 au plus tard avril. Ok. Hein, voilà. Mais il faut que le dossier soit complet. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres donc pour le versement de la deuxième tranche de 2023? Bon, ben, on attend en fait. Donc là, effectivement, le paiement pour la deuxième tranche de 2022 pour lesquels nous avons reçu les justificatifs et l'avance de 2023, nous n'avons pas de justificatif, mais les textes nous permettent de vous verser une avance. La DG2E a lancé en fait le paiement dans le circuit. Donc il y a une procédure un petit peu spéciale qui s'appelle les CAP, sont les charges à payer. On attend que les finances ouvrent comment dirais-je, la procédure de paiement officielle, on va dire, des factures. Ça dépend des finances du pays, ça ne dépend pas de nous. Une fois que cette procédure est ouverte, on va pouvoir retransmettre aux finances les dossiers pour mandatement et paiement. Et là, il y en a pour à peu près 3 semaines. On va demander peut-être la procédure accélérée, paiement prioritaire. Et on est le 15 janvier, donc ouais, mi-janvier, normalement, vous devriez avoir le paiement de fin 2022 et de la première tranche 2023. Mi-janvier ou mi-février? Février, j'ai dit janvier? Ouais, t'as dit janvier. Bah non, on est le 15, Ouais. donc ouais, c'est mi-février. Je te Ok. remercie de me reprendre. Voilà, donc c'est Ok. bien mi-février. Ok. Et s'agissant donc du solde de 2023, dès lors que dès lors que l'on recevra les justificatifs et qu'ils seront contrôlés, on peut verser le solde. Je Ok. rappelle, comme je l'ai fait la dernière fois, que les justificatifs, ce sont les justificatifs de l'année, de l'exercice au cours duquel l'arrêté de subvention a été l'arrêté 2023 prévoit le financement de l'activité générale 2023. Il nous faut des Ouais. justificatifs de l'exercice 2023 et pas 2024 ni 2022. Donc ça, il faut bien respecter parce que sinon, il y aura des rejets. Ok. Je fais le tour, c'est bon? Merci. Merci Marinus. Les justificatifs doivent être remis à quelle date maximum? Alors, dans les arrêtés de subvention, nous avions prévu des dates limites de transmission des justificatifs. Donc, sur l'arrêté 2023, pour l'arrêté 2023, vous pouvez produire les justificatifs au plus tard le 30 septembre 2023. Maintenant, si vous les avez 30 septembre 2024. 2024, 2024? Ah, j'ai eu peur. 2024. 2023, vous présentez les justificatifs en septembre 2024. Maintenant, Ok. en principe, l'année étant écoulée, vous devriez avoir les justificatifs de 2023. Donc, il faudrait nous les produire. Ça nous permettrait de verser le solde 2023. D'accord. C'est bon?
Et Tapo, c'est bon? Oui. Et du coup, je voulais juste rebondir sur les justificatifs. Alors, merci pour ces explications sur les délais d'instruction. Du coup, là, c'est un peu plus clair. Pour les justificatifs, alors j'ai fait un point avec la trésorière hier soir, juste après notre réunion. Elle est en train de faire le récapitulatif de tous les justificatifs de 2023. Donc, vous allez les recevoir dans les prochains jours. Euh, et du coup, moi, j'ai quelques questions au niveau justement des... On parlait de l'année civile et de l'année scolaire. Bon, moi, j'avais compris que le budget du gouvernement fonctionnait en année civile. Et nous, en fait, nos mandatures, que ce soit la fédération ou les AEPF, fonctionnent en année scolaire. La question, en fait, que je me pose, c'est que si on prend l'exemple de 2023, mon prédécesseur, Manouari, il était président de la fédération de janvier 2023 à octobre, enfin, fin septembre 2023. Moi, j'ai repris la main de la fédération en octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. La question que je me suis posée, c'est que quand on reçoit en fait la convention, c'est quelle signature qui prévaut? C'est celui de Manouari ou c'est le mien? Puisqu'en fait, il y a un chevauchement de deux mandatures sur la même année civile. Et la même chose pour les factures. Est-ce il faut distinguer en fait toutes ces choses? En fait, c'est une notion en fait de temps et on en a parlé justement hier. Et il y a ces questions-là qui m'est revenu. Élus? Alors, il y a en effet un sujet, puisqu'en fait, nous raisonnons en année civile, alors que dans l'éducation générale, on raisonne en année scolaire. Au niveau des subventions, et cette histoire de, comment dirais-je, de signature de convention, euh, donc la subvention a été demandée par par le président à l'époque Ouais. qui était président. Entre-temps, au mois de septembre, il y a un nouveau bureau avec un nouveau président, etc. Et forcément, si les actes administratifs ont pris du retard, c'est forcément le nouveau président qui signe. Ça peut poser des problèmes parce qu'on nous demande administrativement de remodifier les documents. Enfin bref, ça. D'où l'intérêt justement que le nouveau bureau, le bureau qui est mis en place au mois de septembre, fasse sa demande de subvention dès le mois de janvier de l'année. Par exemple, tu as été élu pardon, au mois de septembre 2023. Il faut absolument que la demande de subvention nous parvienne au mois de janvier, de façon à ce que tous les actes soient signés par toi. D'accord. La convention, si nous, on reçoit, en fait, tu nous fais la demande au mois d'avril-mai. Le temps que l'on mette à jour toutes les pièces administratives, que ça passe au visa du CDE, en Conseil des ministres, à la CCBF, en Conseil des ministres, tout ça, la convention risque d'être signée par le nouveau président. Hmm. Voilà. Donc, tout l'intérêt de nous produire les demandes de subvention au mois de janvier. Ça nous laisse jusqu'au mois d'août. Normalement, on met 3-4 mois, mais bon, au pire, au mois d'août, si tu veux, tu vas pouvoir signer la convention. D'accord. OK. Sur les justificatifs, eh bien, c'est le comptable et le président qui est en activité au moment de la production des justificatifs qui doit valider en fait les justificatifs. C'est comme ça dans toutes les associations. Donc, il faut Hmm. bien évidemment bien les vérifier, puisqu'en fait, vous engagez votre responsabilité. Voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. Dans tous les organismes, il y a des changements de président et combien même, si tu veux, une partie des dépenses a été effectuée par l'ancien bureau, eh bien, c'est le nouveau bureau qui valide en fait les dépenses. Donc, il faut bien les contrôler, bien évidemment, puisque vous êtes responsable en fait des dépenses, des actes OK. que vous signez. J'ai répondu à tes interrogations? Oui, merci. Je résume. Ils envoient donc la demande de subvention en janvier et les documents, comment dire ça,
justificatif en septembre, maximum, c'est ça, hein? Alors, en fait, il y a deux choses. Il faut bien distinguer le dossier de demande de subvention, qui est une demande de subvention, et les justificatifs. Donc, pour le dossier de demande de subvention, il y a des pièces justificatives à produire, mais en fait, c'est les pièces du dossier, ce n'est pas des justificatifs. En fait, on n'utilise pas les bons termes. En fait. Dans les pièces de la demande de subvention, on a les statuts, on a le budget prévisionnel, on a la délibération qui a validé le fait que tu vas lancer telle ou telle action. Tout ça, c'est dans la demande de subvention. Ça, c'est une chose. On l'a fait officialiser en passant le CDE, la CCBF et le Conseil des ministres. Et dans le cadre de ces demandes de subvention, quelles qu'elles soient, ensuite, il faut produire des justificatifs. Les justificatifs, on donne en fait on a l'habitude en fait de laisser pour une subvention en année N, on laisse en fait le bénéficiaire nous produire les justificatifs jusqu'au mois de septembre N+1. Cette date-là, on peut la modifier. On peut repousser de 2-3 mois. On peut, voilà. Ça, c'est si vraiment vous avez des difficultés à produire les justificatifs, c'est quelque chose que l'on peut repousser. Il faut en discuter. Mais normalement, compte tenu du fait que l'acte juridique des subventions prévoit des dépenses de l'année N, on va dire qu'au mois de janvier 2024, vous devez déjà avoir les justificatifs de l'utilisation des crédits de 2023. Normalement, vous les avez déjà. Donc, les délais que l'on laisse jusqu'au mois de septembre, normalement, sont suffisants. Sauf, bon, je ne sais pas moi, si un... Voilà. J'ai répondu à vos interrogations. Bonjour Marilus. Alors, nous avons parmi nous également la présidente de la CCBF qui vient d'arriver, Morena Matoya Tapou, et Edwin Chiro Abe de la commission. Taïtapou, Oui. es-tu dans la capacité, comment ça se passe pour, avant de faire tes demandes, tu dois réunir les AEPF en AG? Comment ça se passe? Concernant quel sujet? Les justificatifs? Non, lorsque tu fais ta demande, avant de faire ta demande de subvention, pour définir le montant de ta demande de subvention, est-ce que tu réunis les AEPF en assemblée générale avant? Alors en fait, nous, on sait que chaque année, si tout se passe bien, l'enveloppe, elle ne bouge pas, elle est de 7 millions et quelques. Sur les 7 millions et quelques francs, on donne en fait aux AEPF une enveloppe de 41 000 euros. Et en fait, cette somme-là, elle est répartie sur les 9 AEPF en fonction de plusieurs critères hein, qu'on en avait discuté hier et qui rentrent en fait dans les 7 millions d'euros. Et effectivement, ces décisions-là sont prises en conseil d'administration et la répartition pour cette nouvelle année a été prise début décembre 2023 lors du conseil d'administration. Et donc, l'enveloppe des 41 000 euros, on sait qu'elle ne bougera pas. Il y aura ni plus ni moins que cette enveloppe-là pour les AEPF. Et en fait, cette enveloppe-là, elle est consacrée pour les frais de fonctionnement de tous les AEPF, y compris les AEPF qui n'ont pas de foyer. Donc ça regroupe tout ce qui est facture électricité, facture d'eau, les entretiens. Pour les AEPF qui n'ont pas de bâtiment, enfin de foyer, ils ont des locales de stockage pour tout ce qui est instruments, donc ils ont un loyer à payer. Donc en fait, tous ces frais fixes, ces frais de fonctionnement, en fait, rentrent dans cette enveloppe de 41 000 euros. Et cette décision d'avoir donné 41 000 euros aux AEPF, en fait, c'est une décision de mes prédécesseurs il y a très très longtemps. Mais la fédération n'est pas obligée de le faire hein, en soi parce que c'est l'argent de la fédération et avec toute l'activité de la fédération, on peut largement justifier cette enveloppe-là, notamment par le biais du rassemblement. Mais mes prédécesseurs, à une certaine époque, avaient un peu pitié en fait, des AEPF qui avaient du mal à rejoindre les deux bouts. Et donc, la fédération a donc donné une enveloppe de 41 000 euros.
Et donc, cette répartition-là, effectivement, elle est prise en conseil d'administration et elle est votée. D'accord, c'est pas prévu dans la convention, hein, avec le ministère de l'Éducation, hein. C'est ça ce que tu veux dire, Taïtapo? Non, non, Ok. Tous les ans, il c'est pas prévu. faut signer une nouvelle convention. Ok. Euh, hmm, Quel est le rôle de la délégation dans ce système de subvention, de la Alors, délégation à Paris? pardon. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que la délégation n'intervenait pas sur les subventions, mais seulement sur les foyers des AEPF, puisque comme ce sont des bâtiments du pays, et donc ça relève de la compétence de la délégation, notamment du chef de service de la délégation. C'est tout ce qu'on m'avait expliqué. Après, aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'on a un nouveau cap qui est donné, et donc la délégation souhaite aussi accompagner aussi la fédération sur certains sujets, euh, et notamment l'accompagnement de différents travaux via la fédération, parce que voilà, je reçois et je suis en fait les échanges avec la délégation sur les foyers. J'en avais même alerté la délégation et puis la vice-présidente d'un sujet par rapport à Montpellier, le foyer de Montpellier. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai tendance à dire que la délégation, voilà, souhaite que la fédération aussi intervienne sur ce sujet-là. Aujourd'hui, enfin, j'estime que la fédération a pas mal de travail à faire. Il a un accompagnement de plus de 800 personnes à peu près aujourd'hui, ce qui est une charge assez importante. Euh, Plus justement le fait de justifier une subvention. Ça demande à mon équipe de l'énergie considérable. Et donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer les choses. La délégation intervient sur les foyers, parce que ce sont des bâtiments du pays, et les subventions, il faut laisser à la fédération. Voilà. Monsieur Champion, c'est ça, hein? Absolument. Vous Non, avez non, mais quelques... Oui. je confirme totalement ce qui vient d'être dit. La délégation n'a pas à s'immiscer dans les demandes de subvention de la fédération. La seule chose que nous pouvons faire, c'est un soutien très administratif si jamais ils en avaient besoin, que ce soit administratif ou comptable. Euh, je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place avec l'arrivée de la nouvelle chef de service qui contraste considérablement avec ce qui s'était passé les années d'avant. Et je pense que le passé de Sarah au sein également des associations d'étudiants joue pour beaucoup. Elle a conscience finalement de peut-être là où la fédération a besoin d'être aidée. Et donc aujourd'hui, profitez-en, vous avez une oreille très attentive et nous sommes totalement disposés à vous aider pour tout ce qui est administratif et financier au sein de la fédération. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, on parlait des foyers. Euh, c'est certain qu'il y a eu euh, un grand laisser-aller dans les années précédentes sur la situation des foyers. Le rapport d'audit sur la délégation vous permettra de comprendre le pourquoi du comment. Inutile de s'y étendre davantage. Toujours est-il qu'on a alerté les associations qui possèdent des foyers sur le fait qu'on va certainement faire une tournée au mois de mars des différents foyers. L'idée étant pour nous d'avoir une vision des travaux à réaliser, de pouvoir remonter toutes ces informations-là au ministère de tutelle pour planifier cela sur le budget de l'année 2025. Donc le ministère va être destinataire d'un courrier justement pour savoir si on sera accompagné sur ce terrain-là en 2025. La déléguée ne veut pas arriver devant les étudiants avec des promesses qui resteraient que des promesses et qui ne seraient pas suivies des faits.
Voilà, on va vous adresser un courrier. Il est parti, je crois, on le fait transiter par la présidence. Donc voilà, vous allez le recevoir sous peu. Mais oui, on va faire le tour des foyers. Il y a un autre sujet qui est important également, que j'ai soulevé auprès de ma directrice, c'est une problématique très juridique. La problématique très juridique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun lien qui contractualise la mise à disposition des foyers aux associations d'étudiants. Et donc, ça pose un problème au niveau des assurances, notamment, raison pour laquelle tu as dû voir passer, Tapou, un mail, justement, où je relance un marché sur les assurances pour assurer notamment les foyers. Mais on a besoin de contractualiser au travers d'un bail, même si c'est un bail sans loyer, pour que juridiquement, que les associations soient au clair avec les assureurs et que nous aussi, on soit au clair au niveau des assureurs de manière à ce que si jamais il se passait quelque chose, et Dieu nous en préserve, euh, on n'ait pas d'obstacle administratif. Voilà. Donc on a fait un modèle de bail qu'on va vous adresser pour essayer de résoudre cet aspect très administratif. D'accord. Monsieur, je confirme ce que vous venez de dire par rapport à l'assurance. Donc là, c'est une assurance, entre guillemets, propriétaire du pays. Ça veut dire Oui. que les associations sont tenues de prendre une assurance pour les locataires, même à titre gracieux. C'est le cas aujourd'hui. Elles ont des assurances locataires. Le problème, c'est ce que j'ai soulevé à ma directrice, c'est qu'elles ne sont locataires sans bail. Et donc, elles ne justifient de rien. Et ça pose un problème juridique parce que si jamais il se passe quelque chose, l'assureur dira, mais vous n'êtes absolument pas locataire, vous n'avez pas de bail qui le justifie. D'où la nécessité d'aller assez vite et de régler rapidement cet aspect administratif. Concernant le bail qui va être conclu avec une AEPF, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, à chaque fois il y a une nouvelle signature, de nouveau bail. C'est comme ça que pour le moment, je l'ai prévu, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec justement les assurances. Que à chaque fois qu'il y a un nouveau bureau, le nouveau président de l'association, on resigne un bail avec lui. Et comme c'est sincèrement un document assez facile à mettre à jour, pas de difficulté de ce côté-là. J'ai, D'accord. Tapou. oui, si vous me permettez, j'ai quelques questions au niveau des travaux. Euh, alors, je pense que la commission avait reçu une conclusion du Bureau Veritas pour le foyer de Bordeaux, de mémoire, et il s'avère que le foyer de Bordeaux n'était pas classé aux normes euh, pour accueillir du public, de mémoire, si je ne me trompe pas, hein. Et aujourd'hui se pose la question de toutes les activités que la EPF réalise dans ce foyer, dans ce bâtiment. Est-ce que ça peut porter préjudice aujourd'hui à la EPF? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, effectivement, toutes les AEPF ont une assurance responsabilité civile. Je m'en suis assuré, hein, en début de mandature, euh, que toutes les AEPF ont une assurance. Au niveau des conseils d'administration, nous, quand on choisit le lieu des CA, nous, on priorise souvent les foyers, les AEPF qui ont un foyer parce qu'ils ont cette capacité d'accueillir en fait un certain nombre de personnes pour des réunions, mais pas que, pour aussi les loger et les nourrir. Parce que les CA, en fait, se font certes le samedi, mais beaucoup arrivent la veille, donc le vendredi soir, et repartent le dimanche dans la journée. Donc, il faut bien nourrir, en fait, ces personnes, et il faut bien aussi les loger. Et le conseil d'administration qui devait se faire le 2 décembre, eh ben, il devait se faire à Bordeaux. Quand j'ai eu la conclusion du Bureau Veritas, donc c'était un audit qui s'est fait en 2017 sous Caroline Tang, bah, il s'avère que ce foyer n'était pas aux normes et qu'il ne pouvait pas, d'un, loger des personnes, et de deux, il ne pouvait pas non plus, on ne pouvait pas faire de réunion. Du coup, se pose aussi la question aujourd'hui
la classification en fait des bâtiments, euh, enfin, de ces foyers-là. Parce que le seul foyer aujourd'hui où je peux effectivement réaliser un conseil d'administration, c'est celui de Toulouse. Aujourd'hui, la EPF, le foyer de Toulouse, il est aux normes aujourd'hui. Mais donc ça, voilà, c'est un sujet. M- Mais du coup, ça pose la question de la discrimination parce que beaucoup aussi souhaitent aller potentiellement sur Montpellier, sur Bordeaux, sur Aix-Marseille, parce que Aix-Marseille aussi a un foyer. Donc, c'est tous ces questions-là que j'en avais discuté avec Sarah, mais aussi avec la commission, via le rapport d'audit que j'avais envoyé la fois dernière. Euh, Monsieur Champion l'a dit tout à l'heure, ils vont faire une tournée en mars, hein, c'est bien ça, pour Ah visiter oui. tous les foyers. C'est à ce moment-là qu'il faudra également certainement voir chaque détail, chaque problématique pour chaque foyer. Et bon, ce que je comprends bien, ça donnera lieu à une réflexion pour un autre plan Marshall, cette fois-ci pour les foyers en France. Voilà. Voilà, donc patiente un peu en mars. Je pense qu'ils vont, puisque ça a été annoncé, ils vont commencer à faire le tour et les diagnostics. Chers collègues élus, avez-vous des remarques à faire? Ah, Marilus, pardon. Oui, donc j'ai plusieurs observations, demandes. S'agissant du bail que tu souhaites renouveler à chaque changement de bureau avec les associations, en principe, le bail, c'est avec l'association et non pas avec le président de l'association. Donc, normalement, ce n'est pas une obligation, sauf à ce que vous souhaitiez renouveler le bail. Mais normalement, le bail, il est contractualisé avec une association et non pas avec un président. Donc, normalement, ce n'est pas une obligation. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais voilà. Vous avez parfaitement raison. Il n'y a aucune obligation à le faire. Pour le moment, je l'ai inclus dans le projet. L'idée étant d'être certain que le nouveau président a connaissance de toutes ses obligations sur la tenue du foyer. C'est aussi une façon d'éviter, je ne savais pas ce que contenait le bail en cas de difficulté. De responsabiliser. Chers élus, vous avez une remarque à rajouter? Oh, non, pardon, Maris. Pardon. S'agissant des assurances donc des bâtiments du pays, là il y a un sujet. Je ne sais pas ce qui sera décidé pour les bâtiments qui sont en métropole. Au niveau du pays, les bâtiments du pays en Polynésie française, le pays est son propre assureur. Donc, je ne sais pas s'il convient ou pas d'assurer les bâtiments du pays en métropole. Il y a un sujet, donc il faudra qu'on en reparle. De ce que je sais, c'est qu'on a quand même une obligation légale d'assurer les bâtiments ici. Ok, bon, bah, si la métropole, si c'est la réglementation en métropole, il faut l'appliquer. Mais jusqu'à maintenant, ça veut dire que les bâtiments n'ont jamais été assurés? Non, il y a toujours eu une assurance. La Ah, seule chose, c'est que je relance un marché d'assurance. Je mets en concurrence aujourd'hui l'assureur que nous avons, parce que j'estime que le même assureur est là depuis plus d'une dizaine d'années et je pense que les tarifs ont gentiment monté en escalier et aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre l'ascenseur par le bas. Donc, je le remets en concurrence. C'est pour ça que j'ai écrit un cahier des charges et j'ai donc besoin que chacune des associations vienne me donner des précisions, notamment sur les installations à l'intérieur des foyers qu'il faut assurer également. on avait également une interrogation sur les impôts et taxes foncières. Habituellement, c'est la délégation qui prenait en charge ces dépenses. Les crédits étaient transférés de la DG2E à la délégation de façon à ce que
cette dépense n'émarge pas sur le budget de la délégation, mais il y avait un transfert de crédit. Donc, est-ce toujours le cas et est-ce toujours la délégation qui prend en charge ses impôts et taxes? Parce que c'est peut-être plus compliqué que ce soit chaque foyer qui le fasse, chaque association. Alors, la taxe foncière, c'est bien la délégation qui la prend en charge sur le budget qui nous est alloué. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. La taxe d'habitation, elle est malheureusement dévolue à l'association qui occupe le foyer. Ça n'est pas le propriétaire qui paye, c'est l'occupant qui doit la payer. Alors, fort heureusement, cette taxe d'habitation, elle va disparaître l'année prochaine, normalement. C'est tout pour moi pour le moment. C'est Marie-Lou, c'est Monsieur Champion. C'était juste par rapport au bail et à la situation un peu juridique des établissements, des AEPF. Vous avez contacté les affaires foncières qui, logiquement, est le compétent pour la gestion de tout ce qui est domaine public du territoire, y compris les foyers en France? Non, pour le moment, on n'a pas contacté la DAF. On est dans un cadre où les biens du pays sont mis à la disposition d'entités qui ne sont pas rattachées à l'OPI. Ce n'est pas un service administratif. C'est mis à la disposition d'une entité privée, les associations d'étudiants. Donc, pour le moment, ma préoccupation, quand j'ai examiné sur le plan juridique, elle était d'essayer de trouver une réponse très immédiate sur le plan juridique pour éviter un vide dans lequel les assurances pourraient s'engouffrer en cas de problème. Et donc, la meilleure solution, c'était celle d'un bail. Voilà. Mais non, on n'a pas contacté la DAF pour le moment. En fait, je posais cette question, c'était par exemple, si je prends l'AEPF de Bordeaux ou de Montpellier, le titre de propriété ou l'acte notarié qui justifie que tel foyer appartient au pays, c'est logiquement la direction des affaires foncières qui devrait avoir ce document. Ah oui, ça je comprends. Mais j'ai des éléments, moi, j'ai des éléments juridiques sur les titres de propriété. J'ai les actes. J'ai retrouvé, en fouillant dans des archives, j'ai retrouvé des actes. Heureusement. Chose à dire? Madame présidente de la CCBF. Yorana, merci Monsieur le Président. Yorana à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, chers collègues, la DG2E, le gouvernement et les collaborateurs. Alors, et puis bien sûr nos interlocuteurs derrière leurs écrans. Alors, je voulais savoir si vous étiez quelque peu rapproché de la maison calédonienne. Peut-être que la question a déjà été posée avant que je n'arrive. Pour voir comment il fonctionne et puis bon, on a pu visiter cette maison calédonienne et nous avons été agréablement surpris. D'ailleurs, je remercie notre conseillère technique, grâce à qui nous avons pu visiter cette maison calédonienne il y a 2 ou 3 ans. Oui, oui. Et nous avons été agréablement surpris par l'accompagnement qu'offre cette délégation aux étudiants néo-calédoniens. Et peut-être qu'il serait intéressant autant pour la délégation de Polynésie comme pour les étudiants de se rapprocher de cette délégation calédonienne pour voir comment ils fonctionnent et puis essayer de récupérer ce qui pourrait fonctionner pour nous. Voilà, c'était juste une suggestion. Merci. Oui, alors c'est une démarche qui avait été entreprise par notre conseiller technique en début d'année scolaire, mais n'ayant plus la compétence enseignement supérieur, ça s'est arrêté. On avait même prévu une rencontre à Paris lors de la mission du ministre pour le dialogue de gestion et on a tout annulé. Et donc, on va reprendre la démarche, puisqu'on est bien au courant, au travers de Poulani, de tout le fonctionnement et puis de l'efficacité quand même de la maison de Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses à prendre, on est d'accord. Monsieur Champion, au niveau de la délégation, vous avez donc une nouvelle déléguée.
Est-ce qu'il y a une idée de mettre en place un vrai service étudiant là? Est-ce que vous avez les moyens là ou pas encore de le faire? Alors oui, on est obligé de sous-traiter une étude pour nous amener à un nouveau dispositif d'accueil des étudiants parce que le cadre A que l'on a aujourd'hui est malheureusement mobilisé à 100% sur le paiement des bourses des étudiants. On avait initié une démarche avec le ministère pour tenter de faire en sorte que ce sujet-là puisse revenir à pas péter et qu'on puisse libérer du temps homme justement pour faire autre chose. Je crois qu'il y a un courrier qui a été adressé au ministère, mais pour le moment, on n'a toujours malheureusement pas de réponse. Donc oui, on va payer une étude pour améliorer notre dispositif d'accueil, c'est prévu. De la même façon, notre nouvelle déléguée a fait des rapprochements avec également la Maison de Nouvelle-Calédonie, puisque c'était évoqué. Et oui, nous aussi, on va s'inspirer aussi de choses qui sont faites par nos confrères calédoniens. Alors, pour répondre à cette interrogation, effectivement, il y a eu un échange de courrier. Il y a eu un échange en direct, d'ailleurs, même à Paris, lorsqu'on s'est rencontrés, hein, Monsieur Champion. On a avancé sur le sujet, mais la question, elle est tout simplement une question RH, puisque on a besoin d'un moyen supplémentaire, notamment nous, à la DG2E, si on récupère complètement le dossier des bourses, la gestion des bourses, et qu'on vous soulage de cela, se pose la question RH, puisque le service que dirige l'ISI n'est pas extensible. Donc, les discussions sont en cours avec le cabinet du président. Pour l'instant, on a eu un retour oral sur une validation de l'obtention d'un moyen supplémentaire à la DG2E pour s'occuper de ce dossier-là. Donc, on devra avoir une confirmation, mais ça sera au prochain collectif, je pense. Hein. Ça sera au prochain collectif budgétaire. Donc, mars, avril, à peu près. Ah, très bien. Très sincèrement, voilà, je ne fais pas plus d'obstruction. Malheureusement, la délégation est assez limitée en termes de moyens également, hein, surtout en moyens humains. Hein. Le directeur de cabinet du ministère l'a bien vu lors de son passage. Pour nous, c'est assez dramatique qu'un cadre A soit entièrement dédié uniquement au paiement des bourses. Voilà, c'est une perte de temps et de temps de travail sur justement tous les sujets d'accompagnement. Et voilà, c'est ainsi. Donc oui, je prends acte. Alors, tant mieux. Espérons que le sujet avance. Là, il y a... Oui, Taitapou? Oui, enfin, si je peux me permettre, pour comprendre les choses, aujourd'hui, la délégation, ce qui pose problème, ce sont des ressources financières et humaines ou juste humains? Humaine. Humaines, pardon. C'est juste une problématique humaine. On a un cadre A dont le rôle normalement est justement de travailler sur cet accompagnement des étudiants et de toute la communauté polynésienne en métropole et qui est en 100% dans son temps à la gestion des bourses, du remboursement des frais des étudiants, etc. C'est pas un problème, c'est pas une problématique financière parce on a du budget pour payer tout le monde, mais voilà. D'accord. Parce qu'en fait, on en parlait justement avec la commission, c'était justement de récupérer en fait les compétences parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui sont diplômés mais qui n'ont pas de travail et qui vivent ici en métropole. Donc, qui ont créé leur petit cocon, ils ont créé la petite famille ici en France et qui sont diplômés aujourd'hui mais qui n'ont pas de travail. Et en fait, les chances qu'on avait avec la commission, c'était justement de créer de l'emploi pour ces jeunes-là euh, qui sont à Tahiti, hein, qui sont des Polynésiens et qui ont des compétences pour le mettre à profit, à la fois pour le pays, mais aussi pour notre jeunesse polynésienne. C'était un sujet en fait qu'on avait évoqué avec la commission et ça permet de créer de l'emploi hein, et de récupérer toutes les compétences que notre jeunesse est venue acquérir ici en France. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors, aujourd'hui, je vous annonce que depuis samedi, on a lancé le recensement annuel. Donc, la fédération lance un recensement.
Vous recensez effectivement tous les étudiants, mais aussi non étudiants, les étudiants qui sont diplômés, les employés, enfin les salariés, les cadres, euh, les demandeurs d'emploi, les anciens adhérents. Donc, le recensement, il est en cours en ce moment. Et sur les premiers résultats que j'ai pu constater, effectivement, il y a des demandeurs d'emploi aujourd'hui. Monsieur Champion, vous voulez réagir? Non. Non, mais nous disposons de cadres A dans l'administration. Il n'y en a pas qui aient vocation à dédier à, à juste prendre en charge le paiement des bourses. Ça, c'est un travail qui normalement relève d'un cadre B. Et pour le moment, on n'a pas budgété de poste pour ça spécifiquement. Voilà. Alors, c'est un sujet qui a été abordé avec la chef de la délégation, la directrice, pardon, de la délégation. On a exploré plusieurs pistes. On avait parlé d'une possibilité de prendre un contrat CVD, possibilité de prendre quelqu'un en césure sous forme de contrat temporaire. Et puis l'orientation vers un cadre soit de la DG2E, soit qui glisse vers Paris, ou soit qu'à la DG2E, on récupère finalement la gestion de ces bourses. On a avancé sur l'idée de garder à la DG2E cette personne en plus pour travailler sur les bourses, avec en même temps l'idée de dématérialiser la constitution des dossiers, ce qui va nous faciliter la gestion. On en avait parlé, M. Champion, je vous disais qu'on avait un technicien à la DG2E qui était capable de nous produire quelque chose, de faire quelque chose pour que chaque étudiant puisse téléverser tous les documents dont ils ont besoin pour constituer leur dossier. Et donc, on a échangé avec Lizzie à ce sujet-là. Donc, ça va faciliter quand même grandement la gestion à distance, notamment. Et comment? Marilus. Oui, Olivier, je voulais t'informer, si tu n'as pas l'information, s'agissant des moyens financiers en investissement. Nous avons une opération qui émarge à la DG2E depuis 2009, qui est une opération d'un montant de 52 millions. Ah, ok. La délégation en a été informée par plusieurs mails, mais bon, voilà. Alors, je finis. On a une opération de 52 millions qui est de 2009. Donc, bien évidemment, il y a eu des travaux qui ont été faits depuis 2009 sur différents foyers. On pourra t'envoyer la liste des travaux qui ont été effectués. Aujourd'hui, sur cette opération, il y a 29,5 millions qui ont déjà été engagés depuis différentes années. Les derniers bons de commande, je parle de l'investissement, on est d'accord, Oui, j'ai bien compris. C'est bien ce qui m'intéresse d'ailleurs. Qui relève de l'investissement. Donc 30 millions, 29,5 millions ont déjà été engagés. Il reste donc sur cette AP 22,5 millions que l'on peut vous transférer demain et 17,7 millions de CP, déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place des crédits qui n'ont jamais été utilisés depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que tu peux d'ores et déjà, on peut lancer des marchés bons de commande à hauteur de 22 millions, tout de suite, là, demain. Et aujourd'hui, on a suffisamment de crédits pour payer des factures à hauteur de 17,7 millions. C'est l'information quand même. C'est crucial. OK. Écoute, d'abord, merci beaucoup de cette information-là. Non, il n'y a pas de magie. J'étais déjà un peu au courant, puisque entre 2020 et 2020 et mi-2022, j'ai bataillé très très sec avec mon ancienne directrice pour essayer de faire aboutir des travaux. J'avais monté les permis de construire pour Bordeaux, etc. Et malheureusement, je me suis heurté assez violemment avec à beaucoup d'inertie et beaucoup de volonté de ne strictement rien faire. Donc la chance que nous avons à partir depuis le mois de juin, c'est qu'on a une nouvelle directrice
qui est dans une toute autre dynamique. Donc, je suis très heureux d'entendre cette nouvelle, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de solliciter davantage que ça la volonté du ministère, puisque l'argent est là en réalité pour réaliser les travaux. Donc, mars, on fait le tour d'horizon. C'est pour donner une idée du calendrier, Kitapou également. C'est mars, on fait le tour d'horizon. Avril, mai, on essaye de collecter les devis nécessaires. Et donc, si après les budgets sont là, on lancera des réchefs l'ensemble des travaux. Super. Marie-Luce, tu veux rajouter quelque chose? Et donc, du coup, une fois que vous aurez fait le tour donc des différents foyers, on est bien sur les bâtiments du pays, hein. Si vous avez une évaluation qui dépasse en fait les 22 millions, il faudra nous en informer assez rapidement de façon à ce qu'on demande soit la création d'une autre opération, soit l'augmentation de celle-ci, qui devra être validée bien évidemment par nos représentants dès le premier collectif, mais ce sera validé. Ça le sera. Enfin, je voudrais quand même rassurer tous nos interlocuteurs. Sarah a cette diplomatie de toujours informer la hiérarchie, et en l'occurrence le ministère de l'Éducation, de tout ce que nous allons entreprendre. Donc avant même de dépenser le moindre franc ou d'envisager le moindre travaux, tout sera fait de concert avec le ministère de l'Éducation. C'est évident. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Champion. Monsieur Champion, il me semble que dans le budget de 2024, nous avons voté quelques nouveaux postes pour la délégation. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas encore été pourvus, hein. 3 cadres A. Voilà. Vous l'aviez pas encore, ils n'ont pas encore Si, été pourvus, hein. Si, ça y est. si, les Déjà? fiches de poste sont en train d'être rédigées et on va les mettre au TIPOM dans les jours qui viennent. Le TIPOM, ça veut dire que ce sont des fonctionnaires qui vont prendre ces postes-là? Parce que c'est un service? Parce que vous êtes un Oui, service? oui, on est un service administratif du pays et on a obligation de mettre les postes au TIPOM avant de les proposer à l'extérieur. D'accord. Pour l'instant, vous avez des candidats ou pas? On n'a pas encore ouvert les... Oui, oui, c'est vrai. on- Donc, s'il n'y a pas de candidat, c'est infructueux. Donc là, vous pourrez prendre des étudiants, par exemple. C'est ça? Absolument. Et Tapou, ça va? Oui, en fait, juste pour ma culture générale, on parle de catégorie A, B, ça signifie quoi? Catégorie A, c'est minimum une licence. Catégorie B, c'est minimum le baccalauréat. Ok. On a ça en France, Tapou. Hein? Comment? On a ça en France. Il n'y a que des masters en France, non? On est sur des A+. Bah, c'est bien que vous reveniez, oui, c'est vrai aussi. Ah, Euh, moi, personnellement, c'est prévu. ah oui, je voulais te féliciter. Tu viens d'avoir ton MBA, c'est ça? Oui, en juillet Félicitations. dernier. J'espère Nardozo. que tu reviendras. Est-ce que, messieurs, mesdames de l'éducation, Marilus? On a un sujet concernant le foyer de Paris. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur le foyer de Paris, qui est un bâtiment qui appartient au foyer de Paris et dont l'association souhaiterait se... Débarrassé. Merci, c'est toi qui as dit le mot, pas moi. Alors, si je peux me permettre, je peux intervenir puisque le président de la fédération s'est approché de la fédération pour me confirmer que le foyer a été vendu. Donc, le foyer a été vendu. Ils vont recevoir les fonds très prochainement, ou peut-être que c'est déjà fait. Alors, à titre d'information, donc ça faisait très longtemps que Paris souhaitait justement vendre ce foyer parce que c'était, si j'ose dire, un cadeau empoisonné, puisque ça a ponctionné aussi sur l'enveloppe de la fédération, notamment des 41 000, puisque c'était des frais de fonctionnement aussi.
Euh, et donc aujourd'hui, voilà, j'ai eu confirmation qu'il a été vendu. Ils vont recevoir les fonds. Et donc, de ce qui a été prévu, de ce que j'ai compris, ces fonds vont être bloqués pendant un certain temps, le temps qui se décide de qu'est-ce qu'ils vont faire de cette somme. Ils ont pour Quelle est la projet, somme, Teitapou? Pardon. Teitapou, quelle est la somme? alors si je ne me trompe pas, c'est 600 000 euros, Ça va être la EPF la plus riche, quoi. la plus riche, tout à fait. Alors j'ai demandé hein, s'ils en ont un peu trop de Oui. versés pour la fédération, mais bon. Que vont-ils faire de 60 millions, pratiquement, c'est ça? En francs Pacifique, je ne sais pas combien ça fait, 800 000, mais ça fait plutôt 72 millions, hein. 72 millions, c'est... voilà. Et donc, bah, justement, j'ai posé la question à l'ancienne présidente, donc c'était Vemiti qui était à la tête de la EPF, et il m'avait expliqué que ces fonds-là vont être bloqués pendant un certain temps, donc avec leur banque, elle va être gelée, le temps qu'ils se décident de ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, ils ne savent pas, est-ce qu'ils vont réinjecter cet argent dans un nouveau local vide et puis ils vont le réaménager au fil du temps, ou est-ce qu'ils vont prendre un bâtiment déjà enfin, aménagé, on va dire, mais en extérieur, donc à l'extérieur de Paris, parce que les loyers sont relativement moins chers que dans le centre de Paris. Donc aujourd'hui, voilà, c'est cette question qui se pose aujourd'hui. En fait, ils savent pas quoi faire. Donc la décision la plus sage qu'ils ont fait, c'est de geler en fait cette somme pendant un certain temps, notamment pendant un an, euh, le temps de réflexion. Ils pourront financer Boras. Potentiellement. Oui, oui, c'est vrai que c'est ce qu'il m'avait dit le président de la EPF de Paris, hein, qu'ils allaient geler pendant un an. Euh, Bah, c'est vrai qu'après, ça serait bien un esprit de solidarité entre les AEPF et avec le pays également. Je pourrais envoyer un petit message au président de l'AEPF de Paris. Alors, Je Teitapou, est-ce qu'on a fait le tour des problématiques que vous rencontrez? Alors oui, au niveau des subventions, donc du versement, on a déjà échangé, donc effectivement, on a répondu à la question. Euh, au niveau des demandes de subventions, donc si j'ai bien compris, la fédération peut continuer comme d'habitude, il n'y a pas de changement. Euh, donc pour moi, de mon côté, c'est clair. Au niveau des foyers également, donc il y a des urgences de travaux, donc on attendra le diagnostic en mars. Euh, donc pour moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait D'accord, le tour. merci. Puis, j'aimerais aborder un autre sujet, ce sont les bourses. Si Oui. Lise, tu peux apporter des informations à ce sujet-là parce que une journaliste de TNTV m'a informé que des étudiants à Paris n'ont pas reçu leur bourse et que des gens à la délégation ont dit qu'on n'a pas voté à l'Assemblée le budget pour les bourses. Bon, c'est bon, quoi. Peut-être que Lizzie elle peut nous apporter des compléments, s'il te plaît. Alors, donc bonjour, c'est juste pour avoir un complément d'information. Les budgets sont votés en année N-1. Comme tu dois le connaître au titre de la fédération, pour l'année 2024, tu dois voter ton budget en 2023, hein. Donc, la mise en place des crédits s'est faite le 2 janvier 2024, mais le paiement des boursiers, des bourses, est tributaire de visas administratifs et d'une petite procédure que l'on doit transmettre au niveau du contrôleur financier pour permettre, en début d'année, pour permettre le paiement des boursiers. L'engagement a été visé la semaine dernière et le paiement, la liquidation a été faite le 14, il me semble, ou le 11 plutôt, le 11 janvier. Donc, les étudiants vont bien être payés d'ici la fin du mois, peut-être. Ça, je garantis. Maintenant, il y a peut-être aussi un message à faire passer au niveau des étudiants. Étant donné que c'est une bourse, on demande de justifier l'assiduité et qu'ils n'hésitent pas à communiquer soit à DEV, à la délégation ou à la DG2E, ou les deux, hein, leur assiduité dans leur cursus scolaire. Voilà.
D'accord. Merci. Cette problématique de retard, c'est que pour janvier. Je confirme. C'est que pour janvier, c'est pour, c'est pour le nouveau le nouveau budget. C'est la mise en place du nouveau budget. Donc, c'est que pour janvier ce retard. Ce n'est pas pour les autres mois. Donc, il touche le 5 du mois, à chaque fois la bourse du mois. Le justificatif de présence est important parce que pour janvier, il n'est pas demandé, si j'ai bien compris. Il y a une tolérance. Par contre, ils doivent le fournir pour pouvoir toucher la bourse de février. Et si certains ont des problèmes sur la bourse de février, c'est qu'ils n'ont pas fourni leur justificatif. Ils n'ont qu'un document à fournir. Hein. Voilà. Merci pour ces explications. Euh, Avez-vous quelque chose à rajouter au niveau de l'éducation? Voilà. Collègues élus? Bon, vas-y, Madame la Présidente de la CCBF. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, je voulais juste féliciter encore Taitapou et éventuellement, j'espère qu'il reviendra bientôt. Tu l'as dit, hein, me semble. Ce serait bien que nos étudiants diplômés reviennent au pays parce que notre pays en a besoin. Et nous avons demandé il y a quelques temps au ministère de l'Emploi de Madame Vanina Krula que son ministère et ses services travaillent sur une carte de formation qui permettrait à nos jeunes étudiants, même en lycée, de se projeter. Et parce que beaucoup de nos jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc l'idée était celle-là, donc de proposer une carte de formation avec la possibilité de se projeter sur le plan professionnel. Et je pense que cette carte de formation permettrait aussi à nos étudiants qui résident en France et qui ont du mal à revenir parce que nous ne trouvons pas de possibilités ici, peut-être d'avoir un meilleur visu. Et donc, c'est en cours de préparation, il me semble, par le ministère de l'Emploi et du Travail, de la fonction publique. Donc, dès que cette carte de formation et puis je ne sais pas comment ils vont l'intituler, bref, dès que ce sera prêt, vous serez informés de toute manière. Voilà. En tout cas, j'espère que vous reviendrez pour servir votre pays, parce que votre pays en a besoin. Voilà, merci, Monsieur le Président, et merci à tous. Taitapou. Oui, déjà merci beaucoup hein, pour ces encouragements pour notre jeunesse. Alors effectivement, ça a toujours été l'objectif de rentrer au Fénois après les études, d'autant plus que j'ai signé une bourse majorée, dont la condition est de rentrer au Fénois pour travailler. Donc effectivement, je vais rentrer pour travailler et partager tout ce que j'ai appris ici en métropole, parce qu'on apprend plein de choses ici qui sont formidables pour notre jeunesse. Effectivement, j'ai rencontré également la ministre de l'Emploi, Vanina Krula, courant novembre. Donc, elle s'est déplacée sur l'île et on a eu une discussion sur les potentiels, enfin, les projets d'accompagnement pour notre jeunesse ici en métropole. Et effectivement, on avait échangé sur les compétences euh, qui pourraient intéresser justement notre pays. J'ai pris l'exemple de deux amis, donc deux adhérents de Strasbourg, qui avaient signé une bourse majorée à l'époque. Aujourd'hui, ils sont ingénieurs, ils ont le diplôme d'ingénieur, et à cette époque-là, c'était la ministre de l'Éducation, c'était Christelle Mertel. Mertel, de mémoire. Et donc, pour anticiper leur retour au Fénois, ils ont contacté justement le ministère pour savoir quelles sont les démarches pour avoir un emploi, etc. Et ben, il s'avère qu'on leur a expliqué qu'il fallait pas rentrer au Fénois parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés en France. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant aujourd'hui qu'ils vivent en France et qu'ils travaillent en France. Eux, ils ont estimé qu'ils ont fait leur part du travail. Si le ministère dit rester en France, ils sont restés en France. Donc, c'est une des problématiques qu'on avait justement discuté avec le ministère, avec Madame Vanina Krula.
Et d'où le recensement aujourd'hui que j'avais lancé le week-end dernier. Justement, c'est pour relancer, enfin, c'est pour recenser justement l'existant en fait ici en métropole parce on en a plein, on en a plein de compétences. Quand j'ai constaté les premiers résultats, on a des étudiants qui sont diplômés, qui sont en cours de, de- de diplôme, enfin dire, et qui ont des compétences et des domaines de formation extraordinaires, hein. Donc, moi, de mon côté, je me suis engagé avec le ministère de l'Emploi que je transmettrai toutes ces données-là pour qu'on puisse justement euh, aider au retour en fait de notre jeunesse parce qu'aujourd'hui les AEPF travaillent beaucoup sur le avant de venir en France et la fédération travaille sur le pendant quand ils sont en France, mais on ne travaille pas vraiment sur le après, le retour. Et donc on a réfléchi justement avec et on en a échangé sur le travail en fait du après, donc pour le retour au Fénois. Donc voilà, ce sont des données que je continue de récolter. Je vous mettrai bien évidemment en copie hein, pour vous. Euh, et donc voilà. C'était Tapu. Yorana Sarah? Ah, oui. Bon, Yorana Sarah. Dites-moi, combien y a-t-il d'élèves boursiers majorés? Je pense que c'est comme si vous avez des chiffres en tête? Là, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, hein. Je pense que depuis, on a formé, depuis l'existence hein, des bourses majorées qui se situent en 2004, on avait fait un premier bilan en 2019, me semble-t-il, et il avait été constaté que quand même, les étudiants remplissaient leur part d'engagement à revenir travailler en Polynésie. D'ailleurs, on constate notamment qu'il y a beaucoup de médecins polynésiens. Les premiers volets de boursiers majorés étaient des enseignants parce que voilà, on avait financé les licences et leurs masters. Donc, ils sont revenus. Pour la plupart, le vivier polynésien en termes d'éducation, d'enseignement, il est atteint. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de filières encore de C'est le week-end. financement pour le ministère de l'Éducation parce que le vivier, il est atteint. Donc, on peut dire quand même que c'est un dispositif qui marche. Et c'est vrai que je comprends que les étudiants n'ont pas de visibilité sur les futurs emplois. Ce qui serait intéressant, effectivement, et j'en avais parlé avec la chef de cabinet du ministère, c'est éventuellement de créer une plateforme entre les entreprises du pays et les futurs étudiants pour qu'il puisse y avoir un lien parce que et même l'administration, hein, les postes d'ingénieurs en bâtiment, on en a besoin, les ingénieurs climatiques, bon voilà, on a encore des viviers qui sont pas optimums en termes d'emploi local. Et donc, voilà, il y a encore à faire. Et je pense que l'après ne pourra se faire qu'au travers de communication entre ce que la Polynésie, et quand je dis la Polynésie, c'est l'administration et les entreprises privées, hein, de ce qu'elle peut offrir et éventuellement l'étudiant qui va se projeter à vouloir revenir par rapport à sa formation. Il y a un volet aussi je m'attarde beaucoup aussi, c'est les stages. Parce que beaucoup d'étudiants cherchent des stages et ils ont des difficultés pour trouver des stages. Parce que dès lors qu'un boursier financé par le pays doit faire des stages obligatoires pour valider son cursus, il a la possibilité de le faire en Polynésie. Et c'est pris en charge par le pays, les billets d'avion, les transferts Hmm. et la continuité de la bourse. Et très souvent, ce n'est pas exploité. Et je peux comprendre, c'est parce qu'en fait, ben, les étudiants, ils sont pris par payer leur logement, travailler, gérer le transport, la fatigabilité. Voilà, il y a quand même... Et ça serait bien de développer un peu de ça. Merci, Lydie. Madame la Présidente, CDF. Merci beaucoup, Lizzie, pour ce complément d'information.
Et je salue l'initiative de la création d'une plateforme qui tendrait à faire se rencontrer Voilà, c'est ça. les services, les entreprises privées et nos étudiants. Alors, personnellement, nous avons un souci avec notre fils qui vient d'être diplômé et qui n'a pas cette visibilité, Voilà. justement. Et donc, cette plateforme pourrait le motiver à rentrer. Parce qu'on a beau lui dire, mais le pays a besoin d'urbanistes, donc c'est pas écrit noir sur blanc. Voilà, donc une plateforme avec cette visibilité serait formidable pour nos jeunes et pour les parents qui parfois se heurtent à des soucis financiers, ne sachant pas si le financement des études de leurs enfants rapporterait, porterait sur un retour sur investissement. Ouais, Et du coup, d'avoir cette visibilité-là, ce serait vraiment bien. Et nos entreprises privées aussi pourraient en profiter. Donc, j'espère que vous allez mettre ça très rapidement en œuvre. Et puis, pour moi, ce ne sont que des bonnes nouvelles pour 2024 en tout cas. Merci beaucoup. Juste pour ajouter, pour compléter, on a rencontré avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le président de la Chambre de commerce et la CCISM, enfin plusieurs membres de la CCISM, et eux sont prêts aussi à alimenter cette plateforme. Donc, tout est bénéfique. Voilà. Merci beaucoup. Et Tapou? Oui, je voulais juste rajouter, toujours dans cette optique de créer une plateforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de nos échanges avec la commission, on avait parlé, et avec Rava, de faire un lien en fait avec le CEFI. Parce que pour nous, le CEFI ici en France, c'est l'équivalent de Pôle emploi. Bon, aujourd'hui, on appelle France Travail. Euh, et donc, ce serait pas mal aussi, je pense, de voir aussi avec le CIFI s'il y a cette possibilité de faire des liens sur les offres potentielles, les offres d'emploi, que ce soit dans le public ou dans le privé, hein. Et puis le diffuser en masse ici en France, alors par n'importe quel biais, que ce soit par la délégation ou par la fédération, parce qu'en fait, effectivement, et c'est ce que vous avez dit, hein, il y a un manque de communication sur des possibilités d'offres d'emploi aujourd'hui, sur le phénomène. Tout à fait raison. C'est un projet, d'abord, personnellement, je suis content que le ministère de l'Éducation ait repris l'enseignement supérieur. C'est plus simple. Et on connaît petit à petit, mois après mois, votre efficacité. Et de toute façon, c'est vous qui gérez ça. Le projet de plateforme, c'est aussi un projet qu'on a parlé avec Sarah. Et il est vrai que c'est un projet qui va être mené certainement par plusieurs acteurs et qui va demander de la cohésion. Ah, Karl, tu as un mot à rajouter. Oui, pardon, j'avais juste une question concernant cette plateforme. Est-ce que c'est une plateforme ouverte ou une plateforme dédiée uniquement au AEPF? Dans la conception que j'ai, elle est adressée à tous les étudiants polynésiens. Alors, et pas que aux associations, parce que dans les étudiants que je gère, ce sont que des boursiers ou qui bénéficient d'un prix. Mais on n'a pas une visibilité globale de tout, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne bénéficient pas d'aide, mais qui ne sont pas recensés quelque part. Donc, je n'ai pas la connaissance. Donc, je pense que la plateforme, elle doit s'adresser à tous les étudiants polynésiens, que ce soit à l'étranger, en métropole ou... Pardon, et pour des étudiants non polynésiens, par exemple, ils peuvent accéder à la plateforme? Ben, disons que dans la conception, on n'a pas encore été dans le détail de la communication, hein. Bon, il y a pour l'avoir créé, pour les bourses majorées, parce que je me suis heurtée quand on a créé, bon, effectivement, j'ai dû faire un petit peu, pas du ménage, mais bon, voilà, d'être sélective. J'ai été sélective et de manière subtile en demandant le numéro de DN. Personne n'a d'autre Polynésien a de numéro de DN à part ce Tahiti.
enfin, ceux de Polynésie française. Ouais, il y a des techniques, mais je ne suis pas allée dans le fond de ma réflexion de la plateforme, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette communication, en tout cas de penser à l'après. Madame la présidence. Merci Cal pour la question et merci Lizzie pour les précisions parce que à ta question, on s'est tous regardés en disant non. Ce sera une plateforme uniquement dédiée à nos étudiants polynésiens. Et donc, merci pour la petite stratégie. Parce que oui, numéro DN, je pense que c'est imparable. Et merci aussi pour l'ouverture aux étudiants qui ne relèvent pas des AEPF. Et parce que c'est le cas de plusieurs étudiants qui sont dans des petites universités, dans des petites villes comme Brest, par exemple. Oui, et même ici. Et je voulais poursuivre aussi sur les stages. Beaucoup de jeunes qui, qui étudient soit en France ou à l'étranger, qui voudraient effectuer des stages chez nous, notamment dans les, dans les services publics du pays. Ils sont en fin de parcours et pour valider leur diplôme, donc doivent effectuer des stages, se heurtent en fait à la non-indemnisation de leur stage en site public. Voilà. Dans les services publics. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est une visibilité aussi que l'on perd. Parce que s'ils ne sont pas référencés quelque part à un instant T via des stages, par exemple, eh ben on les perd aussi en cours de route. Et bon, je parle en connaissance de cause. Mais voilà, en grattant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de situations similaires. Et voilà, j'en ai touché mot à la ministre de l'Emploi qui se penche aussi sur cette problématique. Et voilà, merci. Alors, je vais intervenir parce que c'est une autre réflexion, mais que je n'ai pas encore partagée. Parce que c'est vrai qu'en métropole, les stagiaires des M2 sont rémunérés. Alors, rémunérés, ils ont une petite indemnité. C'est une gratification. Oui. Et effectivement, pourquoi ne pas avoir cette gratification en Polynésie française? Bon, après, c'est le montage administratif. Mais pour mon fils, il est actuellement, il valide son master et il travaille dans un cabinet d'experts qui le rémunère, qui lui donne cette gratification qui n'est pas négligeable en plus. Et donc, je trouve que l'idée est bonne, notamment par rapport à des masters stagiaires. Mais c'est le montage, je n'ai pas imaginé. En fait, la précision sur la gratification pour les stagiaires, c'est dans la convention que ça apparaît. Dans la convention, il y a une ligne qui apparaît qui dit le stagiaire bénéficie d'une gratification ou le stagiaire ne bénéficie pas de gratification. Donc, c'est la convention qui doit pouvoir établir cette gratification. Donc, un commun accord entre la société ou l'entité qui reçoit et le stagiaire. Maintenant, ce n'est pas une règle commune. C'est ça. Alors, merci Jean-Marie. Avant de vous donner la parole, c'est vrai, ce n'est pas une règle commune, c'est une règle qui est applicable dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public. Parce que le secteur public local échappe justement à cette, on va dire, obligation d'indemnisation ou de gratification des étudiants. Ben oui, c'est pour ça que donc je me suis rapprochée de la ministre de l'Emploi et du Travail en lui disant qu'il faut lever en fait cette contrainte pour permettre à nos étudiants de revenir chez nous, d'effectuer ces stages, parce que souvent, lorsque ces stages sont positifs, ouvrent sur des propositions de contrat. Donc voilà, parce que c'est le cas en France. Lorsque nos stagiaires effectuent des stages en milieu privé ou en milieu public en France, ils restent. Et ce sont des compétences qui nous échappent, hélas. Merci. Tapo. Oui, si vous pouvez enfin, si vous me permettez, je vais juste intervenir sur la gratification. Alors aujourd'hui,
je, je maîtrise plus ou moins le sujet puisque ben, j'ai une formation en ressources humaines. Et donc aujourd'hui, je travaille en tant que chargé de ressources humaines et gestion du personnel d'une entreprise privée. Et effectivement, nous, on recrute également des stagiaires. Il faut savoir que le calcul de la gratification, elle est calculée en fonction du plafond de la sécurité sociale en France. Elle est de 15%, ce qui fait à peu près 4,50 € de l'heure, à peu près 500 francs. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, peu importe l'entreprise dans le privé, hein, peu importe l'entreprise où le stagiaire ou la stagiaire va intégrer son poste, l'entreprise a l'obligation de le gratifier au bout de 2 mois et un jour de stage. Donc, s'il y a un stagiaire qui fait, je ne sais pas moi, 2 mois et 3 jours de stage, l'entreprise a l'obligation de le gratifier. C'est une obligation légale aujourd'hui. Après, au niveau privé, normalement, ça suit le même principe. Mais comment m'expliquer? Je ne connais pas en fait la durée légale en fait de gratification au niveau public. Mais de ce que je sais au niveau privé, c'est effectivement au-delà de 2 mois et un jour de stage, l'entreprise a l'obligation de gratifier le stagiaire ou la stagiaire. D'accord. Yorana Mike Cowen, qui vient d'arriver. Sarah, tu arrives en fin d'échange, mais as-tu quelques mots à partager avec nous? Oui, Yorana, bonsoir, bonjour, pardon, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée avant toute chose pour mon retard conséquent. J'étais sur un autre événement et je viens tout juste de pouvoir rejoindre mon bureau. Donc, merci, Heinoui, de me donner la parole. Effectivement, j'arrive en fin de course, mais sur cette question des stages, pour réagir à la remarque juste sur la gratification, la règle est la même dans le privé et dans le public ici dans l'Hexagone. Et pour ce qui est de trouver des stages et de donner la visibilité, enfin plus généralement sur la question de l'emploi pour le retour des étudiants polynésiens au pays, dans le cadre de leur formation ou de leur employabilité, au-delà de cette plateforme-là dont on a effectivement discuté et dont vous avez visiblement aussi bien discuté. Un des autres points qui pourrait être intéressant et qui viendra en complément de ce sujet-là, que je trouve en tout cas qui pourrait être intéressant, ce serait de donner de la visibilité à cette jeunesse qui vient se former à l'extérieur du territoire sur les enjeux, l'actualité, parce que peut-être qu'en dehors des offres d'emploi, alors peut-être, voilà, ça va dépendre des profils de chacun, mais je pense que d'avoir une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer, de l'actualité, des projets qui se mettent en place et d'être en connexion avec cette classe de gens qui font, ça peut aussi donner des opportunités qui ne sont pas forcément au sein de grandes entreprises qui ont des offres d'emploi à partager. Au niveau de la création d'entreprises, par exemple, je pense à ces types d'emplois plus particuliers. Et je pense que ça pourrait venir en complément. Alors, via cette plateforme ou via des rendez-vous plus événementialisés, des forums de l'emploi, je sais qu'il y en a en Polynésie. Voilà, ça pourrait en tout cas venir en complément de ces plateformes d'offres purement classiques, que ce soit dans le privé ou dans le public, d'avoir aussi de la visibilité sur les opportunités qui se développent pour éventuellement soit ramener les choses qui existent ici dans l'Hexagone, qu'on a eu l'occasion de toucher lors de stages, ou même de créer son propre emploi en phase avec les besoins du territoire. Voilà, c'était une petite réflexion en complément de tout ce qui s'est dit avec lesquels je suis bien évidemment d'accord. Merci. Partage ta réflexion et tes idées également, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Voilà, et c'est l'objectif qu'on se fixe aussi, notamment travailler après sur la carte de formation à venir et la plateforme. Dernier mot, Teitapu, il me semble que tu vas lancer le forum des étudiants avec l'association des étudiants de l'UPF, c'est ça, hein? Bientôt. Avec Avenir étudiant, oui. Voilà. Euh, je sais que la VP avait lancé les assises des étudiants. Est-ce que vous allez continuer à votre niveau? Vous n'avez pas encore réfléchi à ça? Enfin, t'es pas encore. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tes tapous, c'est bon pour toi? Oui. OK.
Euh, Est-ce que, chers collègues élus, vous avez une dernière remarque à faire, mesdames et messieurs de l'éducation? Non. Zaitapou, Sarah, champion, vous avez une dernière remarque à faire, déclaration? Non? C'est bon? On clôt la séance. Merci. Alors Merci. d'abord, pour finir, ben, je remercie vraiment beaucoup le ministère de l'Éducation et la DG2E d'avoir donné de votre temps. On vient de passer 1 heure et demie ensemble. Je sais que c'est quand même beaucoup pour un ministère et pour vous les services. Je vous remercie d'être venus jusqu'ici. Chers collègues aussi. Teitapu Maruru, Monsieur Champion, merci beaucoup. Sarah, merci de nous avoir rejoints, bon, à la fin. Mais on va rester en contact. Et Taitapu, on est intéressé également par le recensement que tu vas mettre en place là, le résultat Oui. de ton recensement. Et Sarah, il n'y a pas de souci, on va suivre les dossiers. En tout cas, les élus de l'Assemblée, notamment de la majorité, vont vous soutenir, surtout pour la réussite de nos étudiants. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite ben, une bonne journée et vous une bonne nuit. Nana, à Merci. bientôt. dodo. Merci.